Bonsoir, merci d'être venu. Nous sommes aujourd'hui en présence du philosophe Jérôme Poré et on va essayer de donner une phénoménologie de la maladie. Lors d'une des précédentes séances, nous avons parlé de la phénoménologie de la compassion et donc en guise d'une petite introduction à la séance d'aujourd'hui et pour faire lien avec des séances précédentes, j'essaierai de précisément expliquer le lien entre la phénoménologie de la compassion avec celle de la souffrance ou de la maladie. Vous avez dans un de vos articles choisi une très belle citation que je me permets de reprendre de Gilbert Vincent. Le corps, plutôt que propre, ne doit-il pas être reconnu comme sensible, et la corporeité ne doit-elle pas être pensée comme le sensorium d'une co-humanité fragile? Cette phrase m'a fait penser à beaucoup de choses qu'on avait évoquées lors de la séance avec Paul Audi et en général l'année dernière avec par exemple Marc Crépon, quand on a parlé de tout ce qui est commun à l'être humain, de le seul nous qui ne fait pas division, le nous vulnérable, nous les mortels. Et donc la raison du partage affectif est précisément ici, dans cette humanité, dans cette condition humaine qui est vulnérable et mortelle. Ou pour emprunter les mots de Paul Audi, nous sommes divisés par nos qualités distinctives, c'est là sûrement notre malheur, mais pour notre chance, nous demeurons liés les uns aux autres par cette même vie souffrante que nous avons, de fait tous reçus en partage. Ce sentiment propre qui précède l'identification, le sentiment de soi, de se souffrir soi-même. Comme l'évoquait Paul Audi, chacun de nous se souffre d'une souffrance qui ne fait pas mal, mais d'une souffrance qui fait partie de... bien sûr, il y a d'autres souffrances, mais en parlant de cette souffrance, une souffrance qui fait partie de la condition humaine. Et donc la vulnérabilité à l'origine de tout partage affectif avec autrui, elle confine à l'émotion et son pathos met en mouvement et fait agir. Elle nous éveille à la réalité de notre condition. C'est souvent ce qui nous permet d'aller vers l'autre et de permettre à celui qui souffre dans la solitude de sa maladie d'offrir une sorte de solidarité des proches et des soignants également. On parlera, je pense, aussi du rôle du médecin, pas uniquement comme technicien, mais comme proche dans le vécu de la maladie. Pour interpréter et essayer de comprendre ce mouvement vers l'autre face à la souffrance de l'autre, on pourrait aussi évoquer les classiques russes comme Dostoïevski et Tolstoï qu'on a évoqué déjà plusieurs fois et la notion de l'existence de toute l'humanité en moi. Quand on est touché par l'autre, on se sent concerné par cette existence, mais en même temps on est conscient du lien qui nous unit radicalement, ce lien de notre fond d'humanité. Et la réaction face à l'insupportable, à la douleur ou la maladie d'autrui se lie exactement de cette manière. Elle est dans l'interaction qui s'établit entre moi et l'autre, l'incitation qui provenant de l'autre et se répandant par mon affectivité suscite aussitôt ma réaction qui échappe à mon intérêt comme à ma réflexion. Donc, elle précède la réflexion. Quand on réagit ainsi à la douleur de l'autre, l'émotion qui s'ensuit peut provoquer deux mouvements. Aussi quelque chose qu'évoquait Paul Audi. Donc on peut se détourner de cette souffrance précisément parce qu'elle est insupportable, ou bien elle exige que l'on se porte au secours de l'être souffrant au nom même de cet insupportable. Et donc pourquoi l'insupportable? Pourquoi vivons-nous la souffrance de quelqu'un d'autre comme insupportable? Si la souffrance de l'autre nous est insupportable, c'est parce que l'autre se trouve déjà en moi. Nous sommes tous assujettis à un sentiment donné, un sentiment que l'on éprouve, et donc on s'identifie à la manière dont l'autre est aussi assujetti à ce sentiment et à sa vulnérabilité. Donc on souffre avec l'autre parce qu'on souffre toujours dans son propre être. Compatir donc pourrait signifier que se souffrir avec l'autre est dans le se souffrir soi-même, qui est également constitutif de l'ipséité de l'autre et de la sienne. Mais comme nous avons vu plusieurs fois, cette souffrance
qui est la mienne dans la compassion envers l'autre n'est jamais la même souffrance que celle dans l'être souffrant. Donc chaque individu se souffre ou se jouit dans l'intimité radicale de son être. Et l'expérience compassionnelle peut venir comme une révélation de l'impuissance propre face à la finitude, comme désir de soulager ce qui nous est insupportable, ou comme le dirait Rousseau, une répugnance naturelle à voir souffrir ou périr non semblable. Donc nous essayons sans cesse à identifier cette souffrance, la nôtre ou celle de l'autre, à être à l'écoute de ses propres émotions ou de ses propres sens, comme l'évoquait Nathalie Courtel lors de la dernière séance, et maîtriser sa propre souffrance, avoir une meilleure compréhension, même si c'est une compréhension peut-être brisée. Je laisserai ça à Jérôme Poré vous en expliquer plus. La compréhension brisée de Ricoeur, comme accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, un effort impuissant pour donner de sens. On cherchera aujourd'hui de rendre sensible la souffrance, les différentes souffrances, les différentes douleurs liées à la maladie. Et donc dans cette identification, non pas du moi à un autre moi, mais une identification intime du moi à soi, on cherche un mouvement de dépassement de soi vers soi. Dans des ouvrages de Jérôme Poré que nous vous recommandons, comme par exemple sur la douleur 4 études, ou le mal, homme coupable en souffrant, Jérôme Poré évoque différentes modes, par exemple de sublimation de la douleur, de meilleure compréhension, l'art de comprendre, d'être à l'écoute, le rôle de récit, de l'art ou de l'amour, de soutien des proches, tous pour essayer d'intégrer dans la vie l'événement singulier de la maladie pour que la vie apparaisse malgré tout comme une totalité signifiante, reconnaître et identifier au cœur même de la vie l'origine de cette négation de la vie qui est la maladie. Je laisse Pauline présenter notre intervenant. Moi, je vais juste vous présenter en quelques mots. Après, j'ai juste envie de réagir à quelque chose. Je pense que par rapport au fait de penser que le soin précède la réflexion, je pense qu'au niveau de l'hôpital, en tout cas d'un soin en institution, c'est pas forcément le cas. Non, pas juste l'aller vers l'autre dans une situation immédiate. Il y a quelque chose de... Bien sûr. D'une écoute qui nécessite quand même d'essayer de faire un effort et d'essayer d'entrer en accord avec le temps du patient, avec sa manière d'être. Et je pense que ça demande quand même... je pense que c'est pas évident. Donc, Jérôme Poré, vous êtes professeur en philosophie à l'Université de Rennes 1. Vos thèmes principaux de recherche donc, sont la phénoménologie, l'herméneutique, la philosophie de l'existence et de la philosophie morale, en particulier à partir des travaux de Paul Ricoeur. Je fais aussi une petite publicité pour ceux qui ne connaissent pas bien Paul Ricoeur. Le vocabulaire de Paul Ricoeur, je trouve, que vous avez écrit avec Olivier Havet, et permet d'avoir vraiment un aperçu de vocabulaire qu'il utilise le plus couramment, et c'est très bien écrit et très clair. Donc voilà, donc vous avez notamment écrit cet ouvrage, celui qu'a cité Zona, Le mal, homme coupable et homme souffrant, et enfin la philosophie à l'épreuve du mal pour une phénoménologie de la souffrance. Je vous laisse la parole. Merci pour cette présentation et puis merci de m'accueillir parmi vous. Mon espoir, en parlant de choses que vous connaissez pour beaucoup mieux que moi, c'est de ne pas enfoncer trop de portes ouvertes. Alors, vous l'avez dit, je reviendrai dans cet exposé, comme l'indique mon titre, aux sources du soin. Et j'esquisserai pour ce faire une phénoménologie de la maladie. Alors j'entends par phénoménologie de la maladie très simplement une description de la manière dont celle-ci est vécue par le malade. Une chose en effet est d'expliquer la maladie, comme le fait la science médicale,
autre chose, de la vivre. Or, ce vécu, telle est du moins l'hypothèse que je fais, n'appelle pas seulement le soin. Il prescrit encore la forme qui doit être la sienne. Alors, je n'ignore pas que cette distinction entre expliquer et vivre est en concurrence avec une autre, plus familière aux philosophes formés à l'herméneutique, et en particulier à l'herméneutique de Paul Ricoeur, qui accompagnera jusqu'au bout ma réflexion, la distinction entre expliquer et comprendre. Alors, cette seconde ligne de partage passe entre les causes qui expliquent objectivement la maladie et le sens que le malade attribue à cette dernière. D'un côté, la biologie et ses processus impersonnels, de l'autre, la biographie et ses discours en première et en deuxième personne. Ricoeur nous invite d'ailleurs à ne pas figer cette distinction. Il faut, selon lui, la formule est connue, expliquer plus pour comprendre mieux. Cette mission conciliatrice est, me semble-t-il, celle de la consultation médicale, où l'explication de la maladie s'offre à la compréhension du malade et où le médecin lui-même se trouve engagé à la fois comme scientifique et comme personne. La consultation, pourrait-on dire, inclut l'explication dans la compréhension. Elle donne à la maladie une signification partagée par le médecin et son patient. On peut donner d'ailleurs dans cette perspective une place éminente au récit, entendu comme le médium privilégié d'une telle compréhension. À lui d'intégrer dans la vie l'événement singulier de la maladie, à lui donc de faire que la vie apparaisse malgré tout comme une totalité signifiante. Bon, mais les choses ainsi dites ne sont-elles pas trop simples? J'aurais aimé, en posant cette question, marquer les limites de la compréhension. J'aurais voulu, autrement dit, marquer une distance qui est autant celle du vivre au comprendre que du comprendre à l'expliquer. D'où le titre que j'aurais pu aussi bien donner à cet exposé: expliquer, comprendre et vivre la maladie. Alors je dirais pourquoi. Je dirais d'abord pourquoi il s'agit en effet de trois choses différentes. Et je parlerai à cette fin, je ne suis pas le premier à le faire, mais j'en dirai plus dans un instant, de la violence de la maladie. Je décrirai ensuite, deuxième partie, les traits sous lesquels apparaît une telle violence. Puis, j'essaierai de tirer de cette description une définition de la maladie. Enfin, dans un quatrième temps, je montrerai qu'une telle définition n'est pas aussi infidèle à Ricoeur qu'elle paraît l'être, car si l'herméneutique telle que l'entend ce dernier est l'art de comprendre, elle n'empêche pas que notre compréhension reste, et parfois définitivement, l'expression est de Ricoeur, une compréhension brisée. C'est alors que je retrouverai plus directement la question du soin. Il ne faudrait pas en effet que celui-ci ajoute sa violence à la violence de la maladie. Or, il est essentiel de reconnaître à cet égard que la compréhension qui constitue le vécu de la maladie est une compréhension brisée. La forme du soin en dépend, ainsi que la sorte d'intelligence qui convient à ce dernier. Alors voilà pour les 4 temps de mon propos. Je n'aurai pas besoin de 40 minutes pour arriver au terme. Alors je commence par quelques raisons de résister à cette formule. Expliquer plus pour comprendre mieux. Il faut remarquer d'abord que l'explication n'ajoute pas toujours à la compréhension. Souvent, la connaissance objective de la maladie reste extérieure à l'effort que fait le malade pour intégrer celle-ci à son existence. Il arrive même que cette connaissance, parce qu'elle est exprimée dans un langage qui n'est pas le sien,
augmente le sentiment d'étrangeté que fait naître en lui l'irruption du mal. Il y a loin en effet du discours médical à la langue dans laquelle s'accomplit la compréhension quotidienne. Ce sentiment d'étrangeté, entendons bien, n'est pas lié à des obstacles d'ordre cognitif. Il n'a pas pour origine l'impuissance du patient à concevoir clairement les informations relatives à son état. C'est précisément lorsque l'explication est comprise en ce sens-là que se développe une incompréhension plus générale et plus profonde. Ce qui est compris sur le plan intellectuel ne l'est pas sur le plan existentiel. Et on est tenté alors de dire qu'expliquer plus et comprendre moins. Mais une deuxième difficulté surgit à ce moment. Elle tient à la signification que reçoit dans la philosophie herméneutique, excusez-moi cette petite explication entre la philosophie elle-même, je n'en abuserai pas, la signification que reçoit dans la philosophie herméneutique la notion même de compréhension. J'ai distingué à l'instant entre la compréhension relative aux énoncés sur la maladie et la compréhension attachée à la situation globale dans laquelle le malade se trouve plongé. Prise en ce deuxième sens, la compréhension est une modalité constitutive de l'existence. Elle caractérise en général la manière dont l'homme est au monde. Et on connaît à cet égard la thèse de Gadamer. Hors du comprendre, il n'y a rien. Non qu'aucune place ne soit faite alors à l'expérience de l'incompréhension, mais cette expérience, selon Gadamer, contribue elle-même au progrès de la compréhension. C'est un moment constitutif de ce qu'il appelle la dialectique du comprendre. Il me semble que c'est la même conviction qui nourrit la confiance placée dans les ressources du récit, lorsqu'elle va jusqu'à postuler l'identité fondamentale du vivre et du raconter. Il faut alors raconter plus pour comprendre mieux. Mais cela signifie-t-il que tout puisse être compris ? Les enfants atteints de maladies graves construisent des récits dans lesquels ils cherchent à faire entrer l'événement de la maladie, mais c'est pour mieux les voir s'effondrer les uns après les autres comme des châteaux de cartes et constater ainsi l'échec de toutes leurs tentatives. On doit se demander alors si la maladie ne sanctionne pas une incompréhension plus radicale que celle que surmonte ordinairement la dialectique du comprendre. Cette dialectique, cependant, en cache une autre. On ne prétendrait pas, en effet, donner un sens à la maladie si l'on ne supposait pas que la maladie est en vue de la santé. Et si l'on y voyait une preuve de la puissance de la vie et de son aptitude à vaincre ses propres déficiences. On dit la maladie ne s'oppose pas à la santé comme le non-être à l'être. Il faut y voir plutôt une autre manière d'être, un nouveau rapport à soi, un essai paradoxal de la vie pour s'affirmer encore. L'étonnant succès aujourd'hui du terme de résilience consacre cette manière positive de voir les choses. On aime les malades guéris, les vieux jeunes et les mourants heureux d'en finir. Et du coup, une métaphysique de la vie renforce alors l'optimisme sémantique ou tend le désir de comprendre. Nous devons nous demander pourtant si l'on n'est pas conduit ainsi à ignorer la violence de la maladie et le pouvoir de destruction qui est réellement le sien. Violence de la maladie, je pense que tout le monde le sait ici, c'est l'expression employée par Claire Marin dans un ouvrage où sont dénoncés ensemble une vision idéalisée du vivant et une promotion inconsidérée du sens. Je parlerai moins métaphoriquement, mais dans le même sens, du pouvoir qu'a la maladie
de suspendre du même coup la dialectique du comprendre et celle du vivre. La perspective ainsi ouverte est celle d'une phénoménologie de la maladie. Et, si l'on peut dire, une phénoménologie sans herméneutique, puisqu'elle s'arrête à l'expérience fondamentale de l'incompréhension. J'associerai plus loin l'épreuve de la maladie prise en ce sens à la notion jaspersienne de situation limite. Jaspers entend par là, en effet, une situation qui met en question notre existence même. Le sol, alors, semble se dérober sous nos pas, notre appartenance au monde cesse d'aller de soi. Et nous sommes éveillés ainsi à la réalité de notre condition. C'est exactement, me semble-t-il, je reviendrai tout à l'heure en terminant cette notion de situation limite selon Jaspers, mais pour donner une illustration, il me semble que c'est exactement la situation de Fritz Zorn, tel qu'il l'a décrit dans ce magnifique, dans ce livre magnifique et terrible, Mars. Naturellement, pense-t-il au moment où il découvre le cancer qui l'emportera. Le déchaînement cellulaire qui détruit son corps est aussi dénué de sens que ce qu'il appelle sa peu réjouissante existence. Dans son récit en forme de constat, la maladie demeure un événement rebelle à toute mise en intrigue. Loin de trouver une place dans l'histoire de sa vie, elle met en question cette histoire et cette vie comme telle. Et je dirais que le mal apparaît alors comme ce qu'il est. Il se trouve en quelque façon réduit à son phénomène. Alors, il n'est pas dit, cependant, qu'une herméneutique de la maladie ne puisse recevoir ultérieurement de cette phénoménologie son instruction. Comprendre mieux serait alors comprendre que tout ne peut être compris. Apprendre à renoncer d'un même mouvement à cette métaphysique de la vie et à cet optimisme sémantique. Une herméneutique critique, comme les celles de Ricoeur, suppose un tel renoncement. Il lui faut donc se maintenir autant que possible dans le suspens qu'implique la maladie, entendue comme une situation limite. Alors, comment la maladie elle-même apparaît-elle en un tel suspens ? Telle est alors la question posée. Alors, je répondrai à cette question dans la deuxième partie de mon exposé, à laquelle je viens maintenant, en décrivant trois situations dont j'essaierai ensuite de généraliser la leçon. La douleur, la vieillesse, ou ce que j'appellerais mieux dans un instant l'extrême vieillesse, en pensant à Montaigne, et l'agonie. Alors ce choix n'a rien d'arbitraire. Il correspond aux trois espèces d'anticipation qui constituent l'expérience de la maladie et la font apparaître précisément comme un mal. Ces anticipations démentent intérieurement le progrès censé amortir avec le temps la négativité d'une telle expérience et ignorent donc également la dialectique du comprendre et celle du vivre. Elle force à penser qu'il n'est pas de maladie, aussi anodine soit-elle, qui ne soit vécue comme l'imminence d'un mal insupportable, telle est la douleur, illimitée, telle est la vieillesse, et irrémédiable, telle est l'agonie. L'espoir même de la guérison suppose cette triple menace et ne la repousse pas sans crainte. La douleur, pour commencer. La douleur, objectera-t-on, n'est pas une maladie. C'est le cas pourtant de la douleur chronique. Or, qui croira qu'il ne faut voir dans celle-ci, je me réfère à la définition officielle de la douleur, mise en 1979, qui croira qu'il ne faut voir dans celle-ci qu'une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Cette définition euphémique de la douleur est à l'opposé de ce qu'elle nous montre. Non, la douleur n'est pas un désagrément subi. Elle est ce qui nous rend littéralement la vie impossible. Aussi suspend-elle l'élan du projet,
qui sous-tend notre ouverture au monde. Alors, ce qui est vrai de la douleur physique est aussi de la douleur morale. Et je remarquerai qu'il n'y a d'ailleurs pas lieu d'opposer phénoménologiquement les diverses modalités du souffrir. Multiples par les circonstances et par les causes qui la font naître, la douleur est une par sa nature. Je n'ai plus ce quelque chose qui fait aller de l'avant. Se plaint par exemple un patient mélancolique de Minkowski, qui avoue n'avoir plus de goût à rien et ne pouvoir être compris de personne. Ici encore, la douleur apparaît comme un effondrement du projet et une fermeture au monde. Et ici aussi grandissent ensemble le sentiment de la solitude et celui de quelque chose qui ne se terminera jamais. Car le temps du souffrir, si on peut l'appeler ainsi, est un temps sans échéance. Il ne promet rien d'autre que la perpétuation de la souffrance. Alors reprochera-t-on à l'homme qui souffre de ne pas aimer assez la vie? Lui demandera-t-on d'accueillir la douleur en ami? Ce serait ignorer un autre trait essentiel de ce phénomène, car ce n'est pas nous, dans la douleur, qui repoussons la vie. C'est la vie qui nous repousse. Cette répulsion, autrement dit, n'est pas le produit d'une décision arbitraire, elle ne dépend pas d'un jugement qui s'ajouterait au mal. C'est dans le même instant que la douleur s'éprouve et se réprouve. Nul ressentiment alors, mais une incompatibilité de la douleur ou de la vie avec elle-même. Alors on peut mettre en continuité, si l'on y tient, la vie organique et la vie de la personne humaine. Je dirais c'est la même incompatibilité, c'est la même contradiction. Mais cette contradiction chez l'homme est intériorisée comme telle. Elle devient contradiction entre soi et soi. Qu'est-ce alors que souffrir? La réponse, dans tous les cas, est la même. Être soi en ne pouvant l'être. Être soi en ne pouvant l'être. L'épreuve de soi dans la douleur n'est pas sans ressemblance, me semble-t-il, avec la perte de soi dans le vieillissement. Deuxième situation. On objectera peut-être ici encore que vieillir n'est pas une maladie. Mais il vient toujours un moment où le vieillissement, aussi normal soit-il rapporté aux lois générales qui gouvernent la vie des organismes, est pathologique. En ce sens qu'il entraîne pour la personne une impuissance croissante à être elle-même. On a beau plâtrer et étayer, comme dit Montaigne, arrive l'heure où toute la charpente se désunit et où les étais s'écroulent avec l'édifice. Alors cette heure est celle de ce qu'il appelle l'extrême vieillesse. La nature alors cesse d'être un doux guide, elle devient l'agent d'une suggestion tyrannique. Et cette suggestion, ajoute Montaigne, ne connaît ni terme ni relâche. Quand les mots d'ordinaire ont leur période, quand ils nous donnent quelques répits et voilà l'assurance qu'ils ne dureront pas toujours, elle nous tient continuellement et définitivement entravés. Il faut dire que de tous les défauts qui sont en la vieillesse, il en est un en ce sens qu'il les résume tous, parce qu'il touche non telle ou telle faculté du corps ou telle faculté de l'âme, mais la racine en nous de toutes ces facultés, celui de la mémoire. Perdre la mémoire est se perdre. C'est littéralement, l'expression est chez Montaigne, se dérober à soi. Alors, telle est la véritable calamité d'âge dont parle Montaigne à propos de l'extrême vieillesse, celle qui à chacun peut faire dire, je le cite, elle gagne pied à pied sur moi, je soutiens tant que je puis, mais je ne sais enfin où elle me mènera moi-même. Alors la spécificité du vieillissement, j'en termine avec cette deuxième situation, la spécificité du vieillissement réside dans cette perte progressive de soi. Elle est dans cette limitation illimitée de nos possibilités. Une telle maladie n'implique ni restauration ni reconstruction.
Elle ne peut pas être conçue positivement comme une variation sur le thème de la santé ou comme une transition sur le chemin de la vie. Ce n'est pas que dans le grand âge les jours soient comptés, car comme l'empereur Adrien en fait la remarque peu de temps avant de mourir, dire que mes jours sont comptés ne signifie rien. Il en fut toujours ainsi. Il en est ainsi pour nous tous. Le pire n'est pas en effet de n'être plus, c'est de n'être plus soi. Aussi, le célèbre argument par lequel Épicure croit pouvoir démontrer qu'il ne faut pas craindre la mort, n'est-ce pas, quand je suis, elle n'est pas, quand elle est, je ne suis plus, donc pas de risque, on ne se rencontrera jamais. Eh bien, cet argument peut être retourné contre la vieillesse. Nos raisons de ne pas craindre de mourir sont nos raisons de craindre de vieillir. De la mort, en effet, nous avons l'idée, mais non l'expérience. Tandis que de la vieillesse, nous faisons actuellement et continuellement l'expérience. Une phénoménologie du vieillissement pourrait se laisser guider par les mots qui nous servent ordinairement à décrire cette expérience. Diminution, déchéance, dépendance et perte d'autonomie. Mais je m'en tiens, faute de temps, à l'expression dont ils tirent tous leur sens de perte de soi. Alors peut-être la remarque d'Adrien, j'en viens à la troisième situation, peut-être la remarque d'Adrien éclaire-t-elle encore par contraste l'expérience de l'agonie. Elle rejoint en effet une leçon qu'on lit aussi chez Heidegger et que résume l'affirmation selon laquelle dès qu'un homme vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. Cette affirmation signifie que la mort est originairement anticipée par chacun d'entre nous comme une possibilité toujours imminente et toujours certaine. Toujours imminente puisqu'elle peut survenir à tout instant, toujours certaine puisqu'elle ne peut pas ne pas être réalisée. On peut s'étonner, certes, de pouvoir vivre avec cette certitude, mais celle-ci ne concerne pas la mort elle-même. Par elle, nous savons que nous sommes mortels, mais nous ne savons pas où, quand, ni comment nous mourrons. Une telle certitude implique donc une part d'incertitude. Anticipée dans l'angoisse, elle n'annule pas l'ouverture caractéristique de l'existence. Il en va autrement de l'agonie. D'une certitude relative à notre mortalité, elle fait une certitude concernant la mort elle-même. Cette certitude n'implique donc aucune incertitude. L'ouverture de l'existence est vécue alors comme une fermeture. La possibilité de la fin apparaît comme la fin de toute possibilité. Quelle est cependant la situation de l'agonisant ? Devons-nous, la question que je voudrais poser, devons-nous le regarder comme déjà mort ou comme encore vivant ? Cette question n'est pas seulement la nôtre, elle est encore et d'abord la sienne. Elle est à l'origine de la différence que fait Ricoeur dans son opus posthume, Vivant jusqu'à la mort, entre l'agonisant et le moribond. Et sans doute marque-t-elle sur, je dirais, la pente négative qui est celle d'une phénoménologie de la maladie, un point d'arrêt. Mais elle ne peut être entendue que dans le cadre d'une telle phénoménologie. Elle suppose donc la suspension de la dialectique de la maladie et de la santé et l'altération de la compréhension qui accompagne ordinairement cette dialectique. C'est à propos de l'agonie d'ailleurs que Ricoeur remarque dans l'ouvrage que je citais à l'instant, il y a peut-être un moment où face à la mort, les voiles de la langue, ses limitations et ses codifications s'effacent pour laisser s'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. Voilà. Nous n'en apprenons pas davantage à ce moment
sur la nature de cette expérience, mais elle implique l'exténuation du langage et de ses ressources signifiantes. On peut se demander alors si agoniser ne consiste pas précisément à sortir de la sphère du sens et à rejoindre celle où les choses simplement sont, puis ne sont plus. À moins que l'agonisant, de même qu'il hésite entre la vie et la mort, ne se maintienne entre ces deux sphères. Cette dernière thèse, cependant, ne rend pas moins énigmatique un tel maintien, ni moins problématique la réduction opérée par la maladie. Alors une telle réduction n'est pas différente dans l'agonie de ce qu'elle est dans la douleur ou dans l'extrême vieillesse. Dans tous les cas, le mal suspend notre puissance d'exister. Et dans tous les cas aussi, il suspend notre pouvoir de signifier. Que reste-t-il alors ? J'aborde en posant cette question la troisième partie de cet exposé dans laquelle j'aurais voulu proposer, comme je l'ai dit, je prends ce risque, dans toutes les critiques sont possibles ensuite, des réserves, et j'en ai moi-même, donc n'hésitez pas, une définition générale de la maladie. Alors je n'ignore pas, certes, la multiplicité des mots qui nous affectent et dont la description s'éloignerait sans doute assez souvent de celle que j'ai proposée de ces trois phénomènes. Mais ces derniers manifestent comme un miroir grossissant des traits généraux de l'expérience de la maladie. Et chacun d'eux est anticipé, encore une fois, comme une éventualité à laquelle nous exposent les affections, même les moins graves. Je suis malade, cela signifiera donc dans tous les cas, je peux souffrir sans mesure. Je peux m'affaiblir toujours davantage. Je peux mourir. Et la maladie elle-même pourra être définie alors comme un effort impuissant pour être soi. Un effort d'abord. Ce terme relie la maladie à l'activité d'un sujet qui a l'expérience de soi et qui n'est donc pas seulement un organisme déterminé par une causalité naturelle. L'effort, c'est la limite inférieure de la liberté. Ainsi, la maladie est quelque chose qui arrive à un être qui tend, tout malade qu'il soit, à exister comme soi-même. Un effort impuissant, ensuite. La liberté qui s'affirme dans l'effort est une liberté finie. C'est une liberté qui rencontre dans la maladie une résistance dont elle fait intérieurement l'épreuve. Cette épreuve relie la liberté à la vulnérabilité. Elle signifie à la fois une certaine passivité et une certaine insuffisance. Bon, la maladie est subie, et elle est subie par quelqu'un qui ne trouve pas en lui les ressources qui lui permettraient de la vaincre. Alors, c'est le lieu de faire une place dans la phénoménologie de la maladie aux approches explicatives et compréhensives que cette phénoménologie avait d'abord mises entre parenthèses. Si l'extériorité de l'explication ne rend pas celle-ci entièrement étrangère au patient, et s'il peut en reconnaître spontanément la légitimité, eh bien c'est qu'il fait lui-même dans la maladie l'expérience d'une telle extériorité. Cette expérience, pour autant, ne laisse pas d'être une expérience intérieure. C'est elle qui fait grandir le sentiment qu'il a de demeurer impuissant par ses seules forces à vaincre le mal. D'un côté, donc, cette impuissance justifie l'intervention objective de la science et de la technique médicale. De l'autre, elle situe cette intervention dans le cadre d'une relation intersubjective. D'un côté, autrement dit, elle justifie le traitement opposé à la maladie. De l'autre, eh bien, elle appelle le soin du malade. Un effort impuissant pour être soi, enfin. Un troisième élément
ma définition, l'angoisse spécifique que font naître des maladies telles que la chorée de Huntington ou la maladie d'Alzheimer le montrent exemplairement, pour ne pas parler plus généralement, comme je l'ai fait, de la situation créée par l'extrême vieillesse. Cette angoisse n'est pas, encore une fois, de n'être plus. Elle est de n'être plus soi. Il est important alors de remarquer que dire soi n'est pas dire moi. Car ce qu'exprime la grammaire est aussi ce que montre l'expérience. Et nous appelle à compléter dans ce sens la description de la douleur, de la vieillesse et de l'agonie. Chacune de ces affections, en effet, enferme le patient dans une solitude qu'il lui faudrait vaincre pour pouvoir être à nouveau lui-même. En chacune donc, l'autre est à la fois perdu et retrouvé. Perdu comme interlocuteur du discours quotidien, il est retrouvé comme le foyer des possibilités suspendues par le mal. De là la place du médecin, non seulement comme technicien, mais encore comme soignant. Et de là aussi la place du proche. Est-il besoin d'ajouter que cette place est autant et par là même celle de la parole? Il y a beaucoup à dire de la vie une fois rompu le silence des organes. Cette parole, cependant, ne se paie plus de mots. Elle est instruite par la maladie de sa propre fragilité. Il n'y a rien de plus en elle que ce qui peut contribuer sans y suffire aux soins du malade et à l'instauration d'une forme de communication sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais, excusez-moi, il est encore un avantage que de cette définition de la maladie comme un effort impuissant pour être soi. Elle peut être étendue sans difficulté à la maladie mentale. C'est le cas en particulier lorsque celle-ci correspond à une altération de l'identité personnelle. Ainsi, dans la schizophrénie, qui représente à cet égard un exemple paradigmatique. Que conclure cependant d'une telle définition? Si je prends 10 minutes, ça va? Ce ne sera pas honte, je crois, vraiment. Bon. Donc, que conclure cependant d'une telle définition? J'aborde par cette question la dernière partie de mon propos. Alors, c'est le moment de faire sa place dans celui-ci à la notion de compréhension brisée à laquelle j'ai fait allusion en commençant. J'ai beaucoup insisté, en effet, sur l'incompréhension qui s'attache à l'épreuve de la maladie. Bon, je voulais prévenir ainsi toute conception édulcorée du mal et toute invocation prématurée du sens. Bon, je résistais aussi sans doute, même si je n'en ai rien dit, à une théorie économique de la vie psychique, c'est-à-dire à une théorie pour laquelle tout ce qui nous arrive est monnayable sur le marché des investissements affectifs, où rien n'est pour rien, où rien ne signifie rien. La maladie, ai-je suggéré, menace également notre puissance d'exister et notre pouvoir de comprendre. Effort impuissant pour être soi, elle est autant un effort impuissant pour donner sens. Bien, mais il faut compter justement avec le sentiment de l'effort. Car ce sentiment, à sa façon, est un savoir. S'il n'ignore pas la violence de la maladie, il est instruit également des moyens de la combattre. La solitude du malade en appelle ainsi à la solidarité des soignants. Elle suscite une forme de communication qui l'accueille sans l'annuler, sans l'inclure d'avance dans le mouvement qui emporte toute chose vers leur sens. Par là donc quelque chose est compris,
Mais cette compréhension s'organise autour d'un point aveugle. Elle comprend qu'elle ne peut pas tout comprendre. C'est précisément une compréhension brisée. J'aurais aimé, comme je l'ai dit, associer la notion ricuerienne de compréhension brisée à la notion jaspersienne de situation limite. Jaspers entend en effet par situation limite, je le disais tout à l'heure, par anticipation, une situation où l'existence est mise à nu. Nos plans et nos calculs alors ne suffisent plus, nous sommes ébranlés si profondément que nous ne pouvons plus continuer d'être ainsi. Cet ébranlement pourtant n'est pas entièrement négatif. La situation, écrit Jaspers, devient situation limite lorsqu'en troublant sa vie empirique, elle éveille le sujet à l'existence. Alors, il est remarquable que cet éveil de l'existence à elle-même aille de pair avec, le mot est chez Jaspers, avec une appropriation de la situation, laquelle ainsi n'est plus seulement subie, comme elle l'est par le sujet abandonné à sa vie empirique. Une telle appropriation, du moins, devient possible, aussi incertaine dût-elle demeurer en réalité. Alors, 3 termes clés permettent à Jaspers d'exprimer ce qu'il tient à ce point pour la vérité de l'existence. Liberté, communication et transcendance. Alors, les 2 premiers, certes, s'appliquent aussi à la vie empirique, mais ils reçoivent de la situation limite leur sens authentique. On peut parler alors respectivement, ce sont les expressions qu'emploie Jaspers, de liberté existentielle et de communication existentielle. Or, c'est le point important, chacune peut être exprimée seulement sous la forme d'un paradoxe. Le premier paradoxe, c'est celui, un paradoxe double, vous allez voir, c'est celui d'une liberté qui, par définition, est choix, mais ne se choisit pas elle-même, et dépend fondamentalement de la liberté d'un autre. Le deuxième paradoxe, c'est celui d'une communication qui, par définition, relie, mais n'annule pas la solitude de ceux qu'elle met en relation et reste, comme l'écrit Jaspers, que je cite, définitivement déchirée. À l'insuffisance propre de chaque existence s'ajoute ainsi celle de la communication elle-même. Il n'y a pour ceux qui unissent ainsi leur liberté ni apaisement ni réconciliation assurée, sinon en espérance ou dans la perspective ouverte par ce que Jaspers appelle la transcendance, où tout est présence et où toute communication doit être pensée par conséquent comme supprimée. Et c'est pourquoi, bien qu'elle requiert la médiation du langage, je cite encore Jaspers, l'ultime de la communication est le silence. Alors ce nouveau paradoxe exprime justement celui d'une existence ouverte à la transcendance. S'il reconduit d'un côté à l'idée d'un Dieu absent, il fait ressortir de l'autre, je cite à nouveau Jaspers, les limites de toute action dans ce monde. On pourrait appliquer peut-être ces 3 paradoxes à la situation du malade, à sa relation avec le médecin et à l'action de la médecine. Alors, c'est ce qu'a fait Jaspers lui-même de manière dispersée dans divers ouvrages, notamment dans sa psychopathologie générale, parce qu'avant d'être philosophe, Jaspers a été médecin. Mais dans sa philosophie, c'est la communication avec le médecin qui requiert particulièrement son attention. Et 3 niveaux sont distingués alors. Celui, je reprends sa terminologie, celui de la communication empirique. Premier niveau,
orienté vers des buts utilitaires. Celui, deuxième niveau, de la communication rationnelle, appelée aussi par Jaspers communication d'entendement à entendement, qui est celle que mobilise dans nos codes la notion de consentement éclairé, mais qui repose sur la fiction d'un esprit détaché de la maladie, sur laquelle le médecin lui-même dispose d'informations qu'il délivre de manière impersonnelle. Enfin, troisième niveau, celui de la communication existentielle, face à face de deux libertés, écrit Jaspers, qui s'avouent leur insuffisance et unissent leur solitude. Elles visent leur promotion mutuelle. Et le médecin, alors, c'est ce que vous disiez dans votre présentation, n'est plus un technicien ni un sauveur. Il est, écrit Jaspers, existence pour l'existence, être humain avec l'autre être humain, responsable par-delà la maladie de ce qu'il y a de plus noble en lui, et l'aimant moins par compassion, ce sera un point de discussion, que pour soutenir son propre effort pour exister et participer ainsi à l'édification de sa personne. Une telle communication, toutefois, ne méconnaît pas ses propres limites. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle sait que la sympathie véritable suppose la distance. Et ne prétend pas décharger la personne malade de sa douleur, de sa faiblesse et de sa mort. Lieu de ce qu'il faudrait appeler une sollicitude authentique, elle refuse toutes les illusions qu'entretient, alors à l'égard des pouvoirs de la technique, mais aussi des prestiges du langage, une sollicitude inauthentique. Aussi, la compréhension dont elle est capable reste-t-elle, au sens que j'ai donné à cette expression, une compréhension brisée. Alors, quelles conséquences a-t-elle pour le soin du patient douloureux, du sujet âgé et de la personne en fin de vie? Je renvoie aux trois situations que j'ai considérées il y a un instant. Bon, le temps me manque, bien sûr, pour répondre à cette question, mais il suffit de la poser pour regarder d'un œil critique certains discours et certaines pratiques qu'animent peut-être les meilleures intentions, mais auquel manque, et parfois cruellement, l'intelligence du paradoxe. L'intelligence du paradoxe qui est celle qui convient à cette compréhension brisée. Je n'en prendrai qu'un exemple, celui des soins palliatifs. Ils sont sans doute la plus belle réponse apportée par l'homme à l'appel de l'autre homme. Et la plus forte riposte opposée par la médecine à ceux qui sont tentés, par impatience, de la mettre au service de buts contraires aux siens. Mais il ne faudrait pas oublier que, dans la langue courante, un palliatif est un pis-aller. Ce serait donc une illusion de croire que la médecine palliative a le pouvoir de soustraire l'homme qui va mourir à l'angoisse et au désespoir. Cette illusion caractérise l'idéologie qui l'accompagne comme son ombre et que l'on peut appeler l'idéologie de la mort douce. Stade du mourir, protocole de fin de vie et plus ambigu et plus retors, car présenté, peut-être par ironie, comme un pouvoir donné au patient lui-même et à ses proches, projet de fin de vie. Tels sont les instruments d'une telle idéologie. La mort des enfants, ce n'est pas triste, déclarait ainsi récemment dans un grand quotidien régional des spécialistes des soins palliatifs. Colère de cette mère dont l'enfant devait mourir quelques jours plus tard et qui n'était plus là pour entendre. Ils ont voulu nous vendre leur projet de fin de vie. On n'a pas pris.
Mais je voudrais considérer à nouveau, pour finir et pour mesurer encore une fois le potentiel critique de la notion de compréhension brisée qu'impose à la réflexion du philosophe l'épreuve de la maladie. La thèse largement répandue depuis les travaux de Canguilhem sur le normal et le pathologique, selon laquelle la maladie doit être regardée non comme un défaut, mais comme une autre manière d'être. Cela est vrai. Cela est vrai si l'on entend rappeler que la personne diminuée par la maladie n'est pas la moitié d'une personne et qu'elle reste digne, quoique malade, d'être aimée et respectée. Mais cela ne l'est plus si l'on est conduit ainsi à nier la réalité de cette diminution et celle de la souffrance qui l'accompagne. Alors, je ne veux pas dire seulement que ce qui est vrai d'un point de vue normatif ne l'est pas d'un point de vue descriptif, car on peut se demander, d'un point de vue normatif, si la reconnaissance de la personne malade n'implique pas celle du sentiment qu'elle a de son indignité. Et s'il serait possible, sans ça, de l'aider à combattre ce sentiment et à retrouver une juste idée d'elle-même. C'est aussi d'ailleurs le sens complet du vécu de la maladie, tel qu'il ressort de l'ensemble des remarques précédentes. D'une part, un effort impuissant pour être soi, d'autre part, l'espérance de le pouvoir par la grâce d'un autre que soi. Alors peut-être faut-il pas chercher plus loin la clé de l'énigmatique expérience dont parle Ricoeur à propos de l'agonisant. C'est ce que suggère en tout cas son commentaire ébauché dans les marges du récit que fait Georges Semprin de la mort de Maurice Halbwachs à Buchenwald. Semprin écrit: j'avais pris la main de Halbwachs, qui n'avait pas eu la force d'ouvrir les yeux. J'avais senti seulement une réponse de ses doigts, une pression légère, message presque imperceptible. Message presque imperceptible. Et Ricoeur, à sa suite, le donner, recevoir, encore là. Le donner, recevoir, encore là. Alors cette assurance, certes, ne suffit pas. Il faut encore savoir comment donner et comment recevoir. Mais bon, je n'ai pas la prétention de répondre en quelques phrases à la question qui est l'objet même de ce séminaire. Cette réponse, d'ailleurs, est toujours singulière et sans cesse à réinventer de concert par le patient et ceux qui prennent soin de lui. Je vous remercie. Moi, j'ai une toute petite... Je reprends un peu aussi les questions que tu nous as posées tout à l'heure. En fait, du coup, je me demandais si cette modalité de l'espérance, qui est une façon de se rapporter du coup, à soi, au monde autant peut-être et aux autres, est-ce que c'est pas une forme initiale du temps, oui. Qui, du coup, en fait, ma question c'est: est-ce que c'est une forme négative du temps? D'habitude, l'individu est dans le... Enfin, l'être humain serait dans le projet et du coup, quand il tombe malade, il lui reste quand même l'espérance? Ou est-ce que finalement c'est une forme initiale qui fait que finalement toute personne a besoin d'un autre pour passer de l'espérance à du projet depuis sa naissance jusqu'à la mort? Oui, j'entends bien. J'ai peu parlé de l'espérance, mais c'est vrai qu'elle fait partie de la définition que j'ai donnée pour finir du vécu complet de la maladie. Parce que la maladie est un effort impuissant pour être soi, mais je retrouve ici, tout le monde n'était pas là, la question que vous m'aviez posée par ailleurs, et qui concerne au fond la capacité d'endurer, de se maintenir dans la souffrance. La question que je pose, pour répondre à celle-ci, est simple: comment endurer sans espérer?
Mais alors, cette question en entraîne une autre, qui d'ailleurs implique sa réponse. Comment espérer sans s'en remettre à un autre? Alors, au moment où je ne peux plus rien pour moi-même, il faut bien qu'un autre puisse encore quelque chose pour moi. Je n'en sais rien, je me trompe peut-être, n'est-ce pas? Et on rencontre là d'autres difficultés. Mais effectivement, l'espérance en ce sens appartient au vécu de la maladie. Alors maintenant, pour arriver à votre question, oui, moi je crois que l'espérance est une forme originaire du temps humain, une forme irréductible au projet et qui sous-tend celui-ci. Ce qui explique que lorsque s'effondre le projet, ce qui se passe, au vu de l'ensemble des descriptions qu'en proposent les psychiatres phénoménologues, cela explique que, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais enfin, que lorsque s'effondre le projet, eh bien, ce qui arrive donc dans la mélancolie, eh bien, quelque chose reste possible, quelque chose reste ouvert, n'est-ce pas, qui ne rend pas par avance vain tous les efforts thérapeutiques. Et donc, voilà, je dirais que l'espérance, c'est ce qui reste lorsque s'effondre la forme du projet. Et ce sur quoi repose en dernière instance, finalement, le projet lui-même, ce dont il reçoit son sens. Et alors, encore une fois, ce n'est pas une profession de foi. Il est très très difficile de parler de l'espérance en philosophie. On est tout suspect, n'est-ce pas, de déguiser je ne sais quelle croyance particulière. Mais je pense qu'il y a en philosophie, je dirais, deux voies pour penser l'espérance. La première, c'est la voie kantienne, n'est-ce pas? Kant montre que l'espérance est l'horizon de l'agir humain, en tant qu'humain, n'est-ce pas? Bon. Et la deuxième voie, c'est la voie phénoménologique. Et je pense qu'une phénoménologie de la souffrance, et en particulier la souffrance mélancolique, ne peut pas ne pas conclure à l'originalité de l'espérance, n'est-ce pas? Donc voilà, je renverrai ici un auteur qui, avant de parler d'espérance, parle de l'attente. Qui est peut-être d'ailleurs un concept intermédiaire pour aller vers l'espérance. C'est Eugène Minkowski que je citais tout à l'heure en passant. Eugène Minkowski, le psychiatre, qui est l'auteur notamment d'un livre magnifique qui a été réédité récemment. La première édition date de 1933, la réédition dans la collection Chant chez Flammarion de 1995. Ce livre s'appelle Le temps vécu. Et donc, il articule un essai phénoménologique et des considérations cliniques, psychopathologiques, comme dit Minkowski. Et la distinction qu'introduit Minkowski, alors n'est pas exactement celle de l'espérance et du projet, c'est celle de l'attente et de l'activité. Il dit la vie ordinaire se partage entre l'activité, qui nous voit de l'avant, voilà, former 1000 projets au sens ordinaire du mot, etc. Et puis l'attente, n'est-ce pas, qui est comme une ouverture passive à ce qui adviendra, n'est-ce pas? Bon, d'un côté, donc, c'est nous qui allons à l'avenir, de l'autre, c'est l'avenir qui vient à nous. Et il montre que certaines expériences mettent à nu le phénomène de l'attente, parmi lesquelles l'expérience de la douleur. Il parle à propos de la douleur d'un facteur d'arrêt qui met à nu, je ne peux plus rien faire parce que l'activité est suspendue, et ce qui reste, c'est l'attente, n'est-ce pas? Bon. Mais l'attente est une introduction dans son propos à l'espérance. De même, dirais-je que l'activité telle qu'il l'entend est une introduction au projet. Donc, parler de la dialectique de l'attente et de l'activité n'est pas autre chose finalement que parler je risque l'expression, d'une dialectique qui serait celle de l'espérance et du projet. Mais voilà, l'espérance est certainement, c'est l'hypothèse que je fais, qui est par définition pas certaine, une forme originaire du temps humain. Merci. Non, parce que je trouve ça intéressant pour penser la patience du patient. Oui, et celle du thérapeute. Oui. Parce qu'il faut bien que lui aussi puisse croire que quelque chose reste possible, alors même que tout est devenu impossible, que quelque chose reste ouvert, alors même que c'est fermé l'horizon du projet. Après, tout le problème, c'est de savoir comment remplir ce qui reste la forme vive de l'espérance. C'est la difficulté du thérapeute, renforcée, je dirais, par la culture qui est la nôtre, la culture qui est la nôtre et dans laquelle, je dirais,
le symbole n'offre plus les ressources qu'il offrait aux générations précédentes. Nous sommes entrés, je disais tout à l'heure, dans l'âge de la science et de la technique, et cet âge, c'est celui de la crise de la symbolisation. Donc, les ressources dont nous disposons pour remplir ce vide, pour remplir la forme vide de l'espérance, eh bien, ces ressources sont en voie d'épuisement, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui fait que moi, je résiste aussi à la toute-puissance du récit, parce qu'il y a un moment où le récit de soi tourne à vide, faute de pouvoir se nourrir des ressources de symbolisation enracinées dans les profondeurs de la culture. Donc l'invocation du récit me paraît un petit peu vaine, tant que ce récit ne trouve pas un ancrage dans les couches profondes de la culture. Mais c'est cet ancrage qu'il trouve de moins en moins. Et là, je dirais que les difficultés du thérapeute rencontrent celles de notre société dans son entier. En vous écoutant parler de l'espérance et du suspense de l'action, de possibilité, ça m'a fait penser à une autre chose. Existe-t-il une autre phénoménologie sans herméneutique, donc pas uniquement de la maladie? Est-ce qu'il y a de l'incompréhension dans d'autres situations limites, pour emprunter le vocabulaire jaspérien, où notre action, notre appartenance au monde est suspendue, ou tout d'un coup ce qu'on a pris pour acquis, comme par exemple la santé ou la paix, n'est plus le cas. Donc, par exemple, une parallèle entre la maladie ou la guerre, devenir réfugié, ou la mort d'un enfant. Est-ce que tout cela peut être interprété comme une phénoménologie également sans herméneutique? Est-ce que ce sont des situations limites? Oui, mais il me semble qu'il faudrait considérer les choses plus rigoureusement, mais il me semble que toutes ces situations n'en font qu'une. Dans tous les cas, il s'agit de la souffrance, mais évidemment, quand on dit cela, il faudrait pouvoir établir, ce que j'ai essayé de faire dans d'autres travaux, qu'il existe un noyau commun à tous les modes du souffrir. Vous voyez, par exemple, que la différence que l'on peut faire entre douleur et souffrance n'est pas entièrement pertinente, entièrement convaincante, n'est-ce pas? Bref, il y a un noyau commun à tous les modes du souffrir. C'est toujours la même passivité, c'est toujours le même rapport impossible avec soi et avec le monde, c'est toujours la même contradiction entre soi et soi, la même absence de l'autre, et le même appel à l'autre, ce qui fait que l'autre, comme je le disais, est à la fois perdu et retrouvé. Donc il faudrait d'abord pouvoir établir cela. Mais c'est sans doute le propre de la souffrance de suspendre toutes les significations établies, mais d'en appeler à une nouvelle institution du sens. Et c'est en ce sens que la figure de Job est peut-être une figure exemplaire, parce que Job, c'est celui qui ne croit plus ceux qui se disent ses amis, et qui auquel discours? Celui de la religion établie, n'est-ce pas? Et donc, il en appelle à une nouvelle institution du sens. Et je crois que ce sont ces deux aspects qu'il faut considérer dans la souffrance. D'une part, sa capacité de suspendre toutes les significations d'établi. D'autre part, son appel, rien de plus, à une nouvelle institution du sens. Ça veut dire que la souffrance est un sens, mais qu'elle en appelle, n'est-ce pas, à un autre langage, à d'autres relations, peut-être un autre monde, n'est-ce pas, dans lequel justement la vie redeviendrait possible. C'est ces deux aspects qui sont importants. Mais, excusez-moi, je réponds à l'esprit d'escalier. Il me semble qu'il y a une autre situation, autre que la souffrance, n'est-ce pas, qui a apparemment les mêmes effets, même si le phénomène, bien sûr, ne peut pas être décrit de la même façon, c'est la joie. La joie se suffit elle-même, la joie se remplit d'elle-même, elle n'est pas reliée, je dirais, à l'histoire du monde, elle n'est pas reliée à ce qui s'est fait, à ce qui ne s'est pas fait, elle opère la même suspension. Il y a une mise en suspens
dans la joie qui l'apparente à celle qu'opère la souffrance, même si bien sûr la joie n'est pas la souffrance, et si la souffrance n'est pas la joie, et si la souffrance elle-même est, je dirais, l'attente de la joie. Merci. J'ai une question assez concrète concernant les imageries médicales. Est-ce que vous pensez, L'imagerie, voilà, par rapport à toutes les transformations sanitaires, le fait que le cancer, par exemple, soit diagnostiqué avant que les signes cliniques soient patents et même ressentis par le patient, que peut provoquer dans l'expérience, justement, même juridique de la maladie, le fait que ça passe par des images extérieures à soi et du coup cette sensation peut-être majorée de dissociation du sujet parce que ça fait cette maladie qui n'est pas forcément bien ressentie, qui lui tombe dessus, justement par l'interlocuteur extérieur, et des images qui lui appartiennent plus ou moins, parce qu'en fait ce sont des couleurs sur les facettes. Qu'en pensez-vous quant au rapport à l'expérience phénoménologique par rapport à ce qui était vécu dans les siècles passés? Est-ce qu'on peut dire qu'en fait ça majore la complexité du vécu par rapport au temps et l'expérience propre de la maladie ou pas tant que ça? Oui, je ne suis pas certain de pouvoir vous répondre de manière pertinente. Est-ce que, je me demande si la situation que vous évoquez n'est pas semblable à une autre situation sur laquelle j'ai travaillé, qui concerne la Corée de Huntington, où un test très symptomatique existe qui donnera à celui qui n'est justement pas patient, mais sujet à risque, c'est l'expression consacrée, la certitude qu'il contractera autour de la quarantaine, un peu plus tôt ou un peu plus tard, une maladie qu'il n'éprouve pas, parce que l'intérêt que le cas est encore plus frappant, parce qu'il n'est pas malade. Alors que dans le cas que vous évoquiez, il y a une maladie, mais qui est diagnostiquée, il y aura prise de l'extérieur, indépendamment de toute épreuve subjective de la chose. Voilà. Et moi, quand j'avais travaillé sur cette maladie, je plaidais pour un droit à l'ignorance. Il y a un droit de savoir qui correspond à un désir de savoir, qui est un désir presque invincible, mais il y a un savoir avec lequel nous ne pouvons pas vivre. Voilà. Et du coup, il est peut-être bon d'ignorer ce qui nous empêche de vivre. Alors jusqu'à quel moment et là on rencontre aussi la responsabilité du médecin, qui n'est pas censé laisser ignorer, n'est-ce pas, celui qui a en face de lui la maladie qui ou bien le menace, ou bien qu'il a déjà contracté. Il ne faudrait pas que les impératifs juridiques l'emportent ici sur, je dirais, la considération humaine. C'est-à-dire que le devoir, que le médecin n'en dise trop au malade pas parce qu'il est dit qu'il doit l'informer, n'est-ce pas, de différentes façons, du réel et du possible. Donc c'est une question extraordinairement complexe à laquelle je ne répondrai pas mieux que cela. Mais peut-être d'autres parmi vous ont une meilleure réponse. Y a-t-il d'autres questions? Il y a un savoir qui nous permet de vivre, et je dirais même aussi d'espérer. Et puis il y a un savoir qui nous empêche de vivre, parce qu'il nous empêche d'espérer. Je pense à une personne qui avait voulu connaître la vérité sur son état, sauf qu'il croyait être atteint d'un cancer généralisé, ce qui était le cas. Il voulait connaître la vérité sur son état. Mais il avait refusé de savoir, il s'agissait d'un homme, combien de temps il restait à vivre. Voilà. Donc la vérité, oui, mais celle qui permet de vivre avec
il y a une autre vérité qui empêche de vivre et qu'il est peut-être bon d'ignorer. Je ne sais pas si c'est en lien avec la question que vous avez posée. Moi, je pense à un cas, j'ai découvert chez une personne qui ne le ressent pas tant que ça et qui a dû être opérée justement avec une amputation d'une partie d'un organe à cause de ça. Et voilà, dans la suspicion que ce cancer va se développer davantage, il faut l'arrêter là. Donc là, vous êtes devant le dilemme, le soin est bon. Parce que vous n'avez pas encore ressenti que je raconte les images. La personne ne peut pas savoir parce que, voilà, et en même temps, elle est libre de secourir ce soin, quoi, parce que le médecin se sent responsable de le prévoir, en fait, en même temps. Même pour les cancers, c'est aussi assez fréquent, mais c'est vrai que la maladie mentale, c'est encore plus complexe dans le sens où vous ne savez pas quand c'est carré. Le problème, c'est celui de la limite entre prévention et prédiction. Et quand la prévention bascule dans la prédiction, c'est une catastrophe psychologique pour le patient. Et en même temps, il n'est pas certain que le rôle du médecin soit de lui laisser ignorer cette prédiction. Moi, je plaide plutôt dans ce sens-là, mais c'est très discutable. Je reviens toujours autour de ces questions espoir, espérance. Ce que vous disiez à propos des soins palliatifs, quand une personne sait qu'elle est suivie par une équipe de soins palliatifs, du coup, on dit souvent en soins palliatifs qu'il faut que le patient garde de l'espoir, mais c'est parfois un peu contradictoire. À partir du moment où la personne sait qu'elle est en soins palliatifs. Vous parlez de services spécialisés. Mais c'est peut-être pourquoi Maurice Abivin, qui a été, si je ne me trompe pas, l'un des premiers à introduire en France les soins palliatifs, souhaitait que les soins palliatifs ne deviennent pas une nouvelle spécialité médicale. Que l'esprit palliatif se répand dans tous les services, ne correspondent pas donc à des entités définies et du coup à des personnalités définies, voilà, dans des services dédiés, etc. Alors moi, après, peut-être qu'il y a des raisons techniques qui font que, finalement, alors, outre les équipes mobiles, il y a des services dédiés, je ne suis pas compétent, mais certainement, oui, là on est dans une sorte de contradiction. Et quelle différence vous faites au niveau philosophique entre espoir et espérance? Espérance a une connotation politique. Oui, l'espérance telle que... Voilà, je veux juste que... Excusez-moi. Non, je dirais que l'espérance telle que je la considère, puisque je la définis de manière paradoxale, comme ce qui reste lorsque on a toutes les raisons de désespérer. Voilà. Je dirais que l'espérance, prise dans ce sens, transcende la différence qu'on fait communément entre espoir et désespoir. Et là, ce n'est pas, si vous voulez, un bavardage édifiant, je ne sais pas comment dire. Je m'appuie encore sur des cas cliniques, enfin rapportés par des psychiatres phénoménologues. Je citais Minkowski, il y aurait Tellenbach, d'autres psychiatres qui se sont intéressés à la mélancolie, dont je répète qu'elle est la forme achevée du désespoir, qu'elle se donne, n'est-ce pas, et qu'elle est vécue comme la forme achevée du désespoir. Il y a donc ce patient mélancolique qui, de mille façons, exprime son désespoir, n'est-ce pas, et qui, à un moment, lâche, mais c'est comme si ce n'était pas lui qui parlait, j'espère quand même. Voilà. Et ce j'espère quand même, si vous voulez, contredit tout ce qu'il y a à longueur de temps et tout ce qu'il éprouve à longueur de temps. Cette fermeture, cette immobilisation du temps, cette absence de projet, etc. Et donc, j'ai l'espérance, elle est là, vous voyez, au sens phénoménologique. Maintenant, elle est là comment ? Elle est là comme une forme, n'est-ce pas ? Mais une forme vide, n'est-ce pas ? Et alors, tout le problème est de remplir la forme vide de l'espérance. Alors, je dirais, pour répondre à une autre partie de votre question, que la foi au sens religieux, eh bien, c'est une façon de remplir la forme vide de l'expérience, mais non la seule. On ne pourrait pas dire, finalement, que l'espérance n'est pas simplement phénoménologique. Je vous laisse répondre, parce que là, je vais sur des... Est-ce qu'on pourrait dire que donc, l'espoir, l'espérance, j'arrive pas trop à faire la différence entre les deux, est ontologique? Oui, pourquoi pas, mais c'est le fond sur lequel se détachent tous nos espoirs et tous nos désespoirs, c'est ça. Et dans le jour où c'est une forme originaire de la temporalité, elle a quelque chose d'irréductible. Ça veut dire que l'espérance, c'est ce qui reste, parce qu'il n'y a plus d'espoir. Oui, on peut dire ça comme ça, au sens où tout espoir est un espoir déterminé, où quand on parle d'espoir, on espère pour quelque chose.
n'est-ce pas? Bon. Alors que l'espérance est indéterminée. C'est ce qui permet d'en faire un analogone du projet au sens où on entend Heidegger et d'autres grands théoriciens du projet, et où à la limite elle s'ignore elle-même. Dans le cas clinique que j'évoquais à l'instant, ce patient qui de mille façons dit son désespoir et qui lâche, il n'est pas sûr qu'il l'entende lui-même, j'espère quand même. C'est vrai que l'ignorance s'ignore elle-même. Alors, d'où la difficulté de la distinguer du désespoir, d'où rien ne ressemble plus à l'espérance en ce sens que le désespoir. Le cas de Beckett est tout à fait frappant. Je disais avant que vous ne soyez tous là, mais en attendant les personnages de Beckett, ils attendent Godot, on peut dire qu'ils espèrent Godot, et Godot ne vient pas. Alors on dit, ça c'est une parabole du désespoir, n'est-ce pas? Mais ils n'espèrent rien finalement. Godot n'existe pas, mais ça n'empêche pas qu'ils espèrent, qu'ils sont là, qu'ils attendent, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, l'espérance est là. On peut aussi lire Godot comme une fable de l'espérance. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un déplacement en fait, de l'espérance dans un temps beaucoup plus limité et où en fait le projet ne soit plus une espérance de vie, mais l'acceptation de la mort et une meilleure subjectivation, en fait, de ce qui est vécu dans le temps vers la mort, quand on sait qu'il n'y a pas d'espoir à avoir. Je fais référence à la situation vécue. C'est-à-dire qu'en fait, le seul véritablement objet est de vivre mieux ce temps qui approche de la mort. Et que ça soit en fait le projet d'une meilleure subjectivation par l'appropriation du temps allant vers la mort, parce qu'on sait que cette mort est inéluctable et qu'elle est morte. Je suis médecin. Oui, mais je vous entends bien, mais la mort, on sait qu'on est mortel, on n'y croit pas, voilà. Et je me demande toujours jusqu'à quel point on peut avoir un savoir qui tend ici à la maîtrise. Voilà, j'en ai pour 3 mois à vivre, je vais profiter au mieux du temps qui me reste. Est-ce que ça existe? Et quoi qu'il en soit, je dirais que l'espérance, dans ce cas-là, reste le soubassement du projet que l'on fait pour ces 3 mois, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que cela veut dire dans ce cas-là? Espérer, ça ne veut pas dire que inconsciemment on croit que finalement ça durera peut-être 6 mois ou 15 ans ou que ça durera toujours, parce que là on bascule dans la croyance religieuse. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un non-savoir, d'une non-maîtrise, n'est-ce pas? Et qui concerne ce qui me sera donné en dépit de tous mes calculs, de tous mes projets au sens où vous l'entendiez, de toutes mes considérations philosophico religieuses éventuellement. Enfin, c'est ça l'espérance, c'est ce qui soutient ce projet même qui a quelque chose de désespéré dans la forme consciente qu'il a pour la personne qui le nourrit. Ce que je voulais essayer de dire, c'était que en fait, on pouvait déplacer ce souci d'espérance vers une meilleure subjectivation de ce qui est vécu par soi et par le malade. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Parce que ça, c'est des situations vécues. Il y a des situations où tout le monde est certain qu'il n'y a pas d'espérance à avoir. Il n'y en a pas. La limite, elle est, on ne sait pas où, mais elle est très proche et immédiate. Et cette mort va arriver de toute façon. C'est l'espoir. Je dirais, il n'y a plus d'espoir, au sens. Il n'y a plus d'espoir. Mais l'espérance, c'est justement ce qui résiste en quelque sorte à cette forme, à cette espèce de désespoir.
Et c'est quelque chose qui demeure, qui subsiste et qui fait que, voilà, nous restons capables, vous voyez, de formuler un tel projet. Cette capacité, je dirais qu'elle nous est donnée, mais ça veut dire quoi? Elle nous est donnée. Ça veut dire que nous ne nous la sommes pas donnée à nous-mêmes. Et l'espérance, c'est de l'ordre du non-savoir, de ce qu'on ne se donne pas à soi-même, et de ce qui nous rend capable, en revanche, voilà, de faire ce genre de projet. Fut-il désespéré, encore une fois, dans la conscience que nous pouvons en avoir ou dans l'expression que nous pouvons en donner. Parfois, c'est des mécanismes de défense qui se mettent en place, une forme de dénégation où les patients savent qu'ils vont mourir, ils le savent très bien, ils le sentent, puis voilà. Et parfois, il y a comme des images qui passent, ils sont dans des dénis, et à ce moment-là, ils sont dans des projets. Ça fait deux choses différentes un peu sauf. Peut-être. Je suis claire ou pas? Ou peut-être comme écouter une personne je ne dis pas que c'est du tout la même chose, mais il y a des similarités. Écouter une personne d'une très grande âge parler des projets de 5 ans, quelqu'un de 96 ans, je parle notamment, et j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne d'ailleurs, d'Edgar Morin qui a 96 ans et qui parle des projets 97 pour 5 ans ou 7 ans, je ne me souviens plus, donc peut-être il y a des similarités. Et lui, alors, n'espère pas seulement au sens phénoménologique, il a un espoir solide, et pas seulement pour lui-même, mais pour le genre humain, pour le salut de la planète. Et, donc l'espérance n'est pas dans son cas une forme vide, c'est une forme qui se remplit par la lutte, par le courage, par une vie entière, voilà, au service de causes auxquelles il croit. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, la prochaine séance sera le 7 décembre. Nous allons recevoir Philippe Barrier et Jean-Baptiste Faure qui viendront nous parler de l'hospitalité et soins. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.